Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple du monde entier, cette vidéo est pour tout public, qu'il soit congolais, africain et du monde entier. Pourvu que vous ayez au moins une éducation ou reçu une éducation et avoir à l'esprit une culture générale. Et n'oublions pas les retours d'expérience que vous avez vécu partout dans le monde. Mesdames, Messieurs, ceci dit, le saviez-vous que ce sont les idées qui mènent le monde? Et par conséquent, pour repenser ce monde, l'enjeu est d'abord d'éviter la folie de répéter tout le temps les mêmes erreurs, les mêmes crises pour pouvoir ou espérer obtenir des résultats différents. Disait déjà un scientifique philosophe juif américain d'origine juive et germanique, les dénommé Albert Einstein. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, bon, vous savez que nous sommes en présence des crises politiques, économiques, financières, sociales, culturelles, écologiques et voire sociétales. D'abord à l'échelle du Congo, Kinshasa, Congo-Brazzaville et du bassin du Congo et de l'Afrique et partout dans le monde. Mesdames, Messieurs, les savez-vous que les crises précitées sont des processus de nos modes de pensée, d'éducation, de besoins même vitaux. Par conséquent, pour repenser un monde meilleur, il faut tout justement repenser nos modes de pensée, d'éducation, de pouvoir, quel qu'il soit. Et n'oublions pas le but de nos conditions existentielles. Mesdames, Messieurs, je vais ici traiter le cas de la République à démocratiser du Congo, Kinshasa, un pays de 2 345 000 km², le deuxième d'Afrique après l'Algérie. Ce pays de 80 millions d'habitants, qui est au premier rang mondial des minéraux et des terres rares nécessaires à nos technologies civiles et militaires stratégiques actuelles et de demain, d'ici à 2150. Mesdames, Messieurs, la République a démocratisé du Congo. Ce pays d'Afrique, un pays continent qui s'étend d'Afrique centrale, équatoriale, jusqu'en Afrique de l'Est et australe. Mais ce pays, qui certains l'oublient, que ce pays est au cœur des enjeux majeurs, qui sont ceux du marché et de l'économie mondiale. Ce pays qui aujourd'hui en proie à des crises sociopolitiques et voire électorales sans fin. Et l'idée ici est d'abord de faire passer le message à la communauté congolaise du bassin du Congo, le peuple bantou, et n'oublions pas l'Afrique et le monde. Mesdames, Messieurs, ceci dit, pourquoi les crises électorales qui se déroulent aujourd'hui en Afrique, et notamment dans le bassin du Congo, qui est le bassin le plus riche du continent, en termes déjà de biodiversité faunistique et floristique,
et qui l'Amazonie de l'Afrique. N'oublions pas les minéraux, les terres rares, le réseau hydrographique, et qui est aujourd'hui en une situation d'instabilité chronique. Nous, ici, l'enjeu est de repositionner le débat et de les nourrir, en tenant compte des problématiques existentielles, tous à tous, utiles à tous ou nécessaires à tous. Parce que les mêmes causes créent les mêmes effets. Nous sommes dans le monde des causes et des conséquences, comme des vases communicants. Et donc, les impacts de ce qui se passe en République démocratique du Congo auront certainement des conséquences, d'abord à l'échelle de ce pays, mais également du bassin du Congo et de l'Afrique et à l'échelle mondiale. Donc, l'enjeu est de repositionner le débat et les nourrir, comme disait déjà Jean-Jacques Rousseau au XVIIIe siècle, que ce sont les idées qui m'en demandent. Par conséquent, pour repenser le monde, nos conditions, une façon de dire, d'interpréter sa pensée, il faut tout simplement repenser nos modes de pensée. Et la raison doit être au-dessus de tous ces enjeux-là. Parce qu'il n'y a rien de plus élevé que la raison, disait déjà Emmanuel Kant. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, oui, la crise électorale en République démocratique du Congo, déjà en 2006, puis en 2011, et puis en 2018, après une période de transition illégale et illégitime flexible de 2 ans entre 2016 et 2018. Vous l'avez tout compris. Et donc, cette crise politique est une chance pour l'Afrique, le Congo-Kinshasa et le monde. Et pourquoi? Parce que, d'un point de vue historique et aussi de réalité des temps présents et du futur, vous savez que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Ce passé et ces temps présents sont d'abord naturels, puis anthropologiques, sociaux, culturels et civilisationnels. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, décryptons tout cela. D'abord, il faut vous rendre compte que au moment que vous comprenez comment fonctionne ce monde que nous vivons, depuis la nuit des temps, on ne sait pas où nous venons, où sommes-nous, où allons-nous. Si vous comprenez comment fonctionne ce monde, du point de vue déjà des traditions, cultures, sociétés et civilisations, des États, des grandes puissances, pays pauvres, pays développés, et à ce moment-là, vous pourrez avoir une part de réflexion, d'arbitrage, de positionnement, de synergie, de complémentarité. Jamais de compromission. Dialogue, oui, mais pas à quel prix. Vous pouvez dialoguer, mais comme en amour, le dialogue, c'est comme en amour. Il y a toujours un perdant. Il arrive dans des situations où il y a des gagnants-gagnants. Donc on a une situation d'équilibre. Mais généralement, les dialogues doivent toujours se faire dans des situations de crise, bien sûr. Mais il faut savoir qui a la force, qui a le rapport de force dans ce dialogue. Ne jamais compromettre. Parce que tôt ou tard, même si vous dialoguez, si vous n'avez pas été du côté de la compromission, vous pouvez toujours revenir en force. Donc, jamais de compromission. Donc, je pense que le monde que nous vivons, oui, c'est un processus de notre pensée, de nos utopies, de nos rêves,
qui sont souvent des rêves de liberté, de dignité, de justice, de devoir de mémoire et du but même de la condition humaine et voire existentielle. Mesdames, Messieurs, ceci dit, oui, vous savez que moi, en sortant du Congo-Brazzaville en fin 1991, je n'étais qu'un simple biologiste. J'ai enseigné au lycée, les classes de première et de terminale scientifiques, et puis je serais rentré en France fin 1991. Mais arrivé ici, j'ai appris les sciences naturelles. Donc j'ai obtenu les métiers des sciences naturelles, c'est-à-dire sciences biologiques, depuis l'infiniment petit biologique, c'est-à-dire moléculaire, jusqu'au niveau des organes. Et n'oublions pas les sciences de la Terre, qu'on appelle géologie, de la géochimie, jusqu'en passant par la paléontologie, sédimentologie et tous ces mécanismes. N'oublions pas les sciences de l'évolution. Après, j'ai ajouté ça par les sciences de l'environnement. J'ai été à l'ADEME, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Donc, je connais tous ces mécanismes-là. Donc, pourquoi je m'étais positionné dans ce domaine? Parce que je savais bien que je venais d'abord de l'Afrique centrale, le bassin du Congo, et que malgré que je suis né à Brazzaville, mes parents originaires de la région de l'Équateur, Congo-Brazzaville, qu'on appelle la région de l'Équateur, ou la région de la cuvette congolaise de Brazzaville, j'ai vécu dans la jungle, je connais l'esprit des forêts, et quand je voyais ces mécanismes, d'autres que je n'arrivais pas à expliquer, et au fur et à mesure que j'ai tout compris, ces mécanismes. Et oui, je pense que malgré tout ce que j'ai comme savoir, je pense que le savoir ou le savoir-faire ne suffit pas, ne suffisent pas. C'est l'imagination et l'audace qui comptent. Et donc, ça doit être dans l'esprit des uns et des autres. Mais l'imagination et l'audace peuvent aussi aller dans le sens du bien ou du mal. D'autres, ils utilisent pour les forces de la matière, c'est-à-dire la force du satanisme, de la décivilisation et tout compagnie. Mais d'autres utilisent ce savoir ou l'imagination et compagnie dans le sens de la vertu, de l'intelligence et autres. Donc, je reviens toujours à la pensée de Jean-Jacques Rousseau, aussi de Emmanuel Kant et de tous ces philosophes qui ont façonné le siècle des Lumières. Donc, malgré qu'il y avait des problématiques de racisme et autres, moi, quelles que soient les problématiques et les enjeux, ma conscience sera toujours au-dessus de la partenance. Vous avez tout compris. Mesdames, Messieurs, ceci dit, je vous rappelle que le monde que nous vivons est un processus de notre pensée. Il ne peut être modifié sans repenser déjà au niveau de tout ce qui s'est passé de la nature. Je suis un scientifique. Donc je connais comment la Terre existe depuis presque 4,8 milliards d'années. Et la vie sur Terre a commencé déjà il y a 3,8 milliards d'années. Et l'univers s'étend sur 13,75 milliards d'années-lumière. Donc tous ces mécanismes-là, pour vous dire, d'un point de vue historique, on prend des milliards d'années, parce que nous, les problèmes que nous cherchons à résoudre sont à l'échelle humaine. Mais l'échelle existentielle des forces de la vie, de la création et de l'univers sont à des millions et des milliards d'années. En réalité, aujourd'hui, nous n'avons pas encore des solutions, on ne connaît pas tout ce qui est, pourquoi nous sommes là, comment vont fonctionner ces mécanismes. Mais on a des résultats en ce qui concerne l'univers, la Terre et la nature. Vous avez parlé de Big Bang, du Gondwana, de la technique des plaques, et tout le monde interprète, et c'est ça. Bon, bref. On a là même de la géochimie du globe, la technique des plaques, la physique du globe, les tremblements de terre, les volcans, les phénomènes physiques comme les ouragans, les cyclones, les tsunamis et autres. Mais tout ça, on le sait. Mais on le sait aussi que, bon, ouais,
par rapport à ces mécanismes que nous ne pouvons pas les contrôler, parce que quelque part nous sommes dans une machine à laver, parce que c'est nos impacts, nos activités humaines qui nuisent à notre existence, parce que les forces qui gouvernent ces mécanismes sont tellement colossales que nous ne pourrons jamais les contrôler, parce qu'on ne sait pas où a commencé cet univers, où va-t-elle se terminer. Mesdames, Messieurs, prenons les cas toujours de la nature. Il y a eu des phénomènes d'inter-réchauffement et des terre-glaciation, des phénomènes de réchauffement et de glaciation. Donc nous, aujourd'hui, on parle de réchauffement climatique, bien entendu, mais nous n'avons pas les données depuis, techniquement parlons, depuis des milliards d'années. Non, c'est pas possible. On n'a pas encore ces données. Donc tout est à l'étude, il faut les comprendre. Donc pour vous dire que, vous positionnez que, si je parle de ça, parce qu'il faut dire que nous sommes tout petits par rapport à ce que ces forces-là, et pourquoi nous sommes là, et pourquoi il y a cette diversité des espèces, des noirs, des blancs, des jaunes, pourquoi les noirs, les blancs, les jaunes, les arabes, les indiens, on est tous humains et d'autres sont des animaux, par exemple les oiseaux, les autres. Donc tout est à repenser. Donc quand par conséquent, si vous passez dans la nature, vous devez avoir une part d'observation, de critique et d'analyse. La raison toujours au-dessus des émotions. Parce qu'il n'y a rien de plus élevé que la raison. La raison, c'est le doute. Parce que l'intelligent doute, réfléchit. L'imbécile ou l'idiot, certitude. Il joue aux émotions, alors que l'intelligent joue à la raison. Parce que les circuits cérébraux qui font que nous sommes entre émotion et raison, donc entre la conscience et le subconscient, l'inconscient et tout compagnie, donc c'est compliqué. Bien sûr que les religions ont cherché à manipuler ça, mais la religion doit être dans son rôle qui est d'apporter des valeurs morales et de repenser la spiritualité, mais pas d'être à la place de la science et de tous ces mécanismes-là. Donc aujourd'hui, il faut savoir que la Terre est donc une dynamique qui ne cesse de se remodeler par des crises. Des crises qui sont liées à des phénomènes physiques, le vent, l'eau, le feu et compagnie. Et nous savions par des tremblements de terre, les volcans, les inondations, érosion et tout ça. Donc, nous devons accompagner ces mécanismes-là dans le but que nous vivons, nous humains, dans les bonnes conditions existentielles. D'où l'enjeu de mettre toujours à l'esprit la matière grise. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, on parle aussi des biomimétisme, l'art de copier la nature. Parce que ces modèles qui sont là parmi nous ont eu des milliards d'années pour se remodeler. Mais nous, humains, on est un peu conscients de notre existence depuis le paléolithique. En passant par les néolithiques. Et puis l'Empire chinois et l'égyptologie, il y a 600 ans avant Jésus-Christ. Et on est arrivé à l'Empire grec, 300 ans avant Jésus-Christ. Après est arrivé Jésus-Christ, il y a 2018 ans. Et après, l'Empire romain, entre le 1er et le 5e siècle, et nous passons par l'Antiquité, 5e et 9e siècle, et le Moyen-Âge, entre le 9e et le 13e ou 14e siècle, avant la découverte des Amériques, la Renaissance, le siècle de lumière, le 19e siècle, le 20e siècle, aujourd'hui au 21e siècle. Et nous avançons pas à pas vers le 22e siècle. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, d'un point de vue anthropologique, il faut se dire que, sur différentes échelles d'ailleurs, que ce soit africaine et sur les 5 continents, que nous sommes ce que nous sommes de notre passé. Et par conséquent, sur différentes échelles, des traditions, cultures, sociétés et civilisations, nous devons repenser tous ces mécanismes-là par rapport à ce qui est d'autres peuples, traditions, cultures, sociétés nous ont apporté des meilleurs. Le juste jeu est de trouver le juste équilibre pour que nous préservons les uns et les autres nos conditions
existentielle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc, vous pouvez comprendre que on ne rentre pas dans la société, la civilisation par la petite porte. C'est un processus. Donc nous, par exemple, nous, aujourd'hui, l'histoire du monde arabe est décrite depuis presque depuis l'égyptologie. L'histoire de l'Asie, c'est pas les tombes d'Angkor ou tout ce que vous pouvez aller voir pour le tourisme. Et l'empire chinois, la civilisation chinoise, c'est avant l'égyptologie. Et puis, arrivé l'égyptologie, les Européens ont tout copié, du monde entier. Mais pourquoi nous, Africains, on n'est pas capable de copier tout ce que l'humanité nous a apporté de meilleur? Je parle ici, par exemple, le cas, par exemple, des sociétés constituées, des règles communes, qu'on appelle loi, règlement, convention, TT, et institutions et autres. Pourquoi nous sommes toujours dans le déni de ce que l'humanité nous a apporté de meilleur? Donc, sur ce plan, nous devons réfléchir. Dire non, on nous a apporté, nous sommes dans des systèmes de vases communicaux, de baies vitrées, comme dit un patriote congolais, Bernard Pongui, qui est dans la province de l'Ontario au Canada, à Toronto, il dit des systèmes de baies vitrées, mais j'ajoute aussi des systèmes du global. La curiosité éveille, parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables de prendre tout ce que l'humanité nous a apporté de meilleur? Donc l'histoire de l'Afrique est aujourd'hui bien étudiée et documentée qu'à partir de la civilisation arabe, avec les conquêtes musulmanes, et que nous avions on a eu des soucis avec les Arabes, que nous avons déniés par rapport à l'oubli de l'histoire, que c'était les premiers qui nous ont fait du mal en Afrique. Mais on est là, toujours là, on oublie dans le sens. Mais notre histoire africaine est documentée depuis le Sahel et autres par la culture arabe, c'est-à-dire au 7e siècle après Jésus-Christ. Mais dans le reste de l'Afrique, qui est soi-disant chrétienne, animiste, c'est fut que à partir du 13e siècle et jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a un hiatus, il y a un vide qui est là qu'il faut combler. Comment nous existons avant ces périodes-là? Et pourquoi nous, aujourd'hui, on est que dans la récurrence ou la répétition de l'histoire qui nous a été écrite par, soi-disant, chez nous en Afrique, au Congo, on appelle ça Banguna, Banguna. Donc les ennemis et compagnie. Donc pourquoi nous ne sommes pas capables? Qu'est-ce qui nous manque? Scientifiques, anthropologues et autres. Mais pourquoi nous ne sommes pas capables de repenser ça? Donc il y a un hiatus là. C'est comme un enfant qui connaît pas ses origines. Il sera toujours là pour chercher et tout compagnie. Vous connaissez ça. Il y a un vide de l'Afrique que nous n'avions pas compris. Bon, on se demande quelle est la place de nous dans ce monde. Et donc, pourquoi nous ne sommes pas capables, avec tout ce que l'humanité nous a apporté sur un plateau d'argent, déjà pour les règles précitées, les lois, règlements, institutions, règles communes, respect de l'intérêt général, en sachant que le monde est fait de gros et de petits poissons, et pourquoi nous ne sommes pas capables. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici parler des crises électorales en Afrique qui sont sans cesse, en tenant compte déjà des problématiques naturelles que les crises ont toujours façonné le monde. Par exemple, quand vous voyez les terres émerger ou autres, des îles, c'était des crises. Nous avions encore dans l'océan Atlantique ou Pacifique, ou partout, il y aura des îles qui vont apparaître. Par exemple, vous voyez les points chauds, partant de l'Islande jusqu'à la Réunion ou Haïti. Ah oui, bon, tous ces points, oui. Haïti, bon, n'est pas les points chauds, mais bon, bref. Hawaï et tout ça, il y a différents points chauds dans le monde. Et donc, bon, donc la Terre est en dynamique.
est en dialectique. Et pourquoi pas nous humains. Donc les crises ne sont pas le problème. Le problème, c'est que comment nous allons revivre ces crises et avancer. Donc, le monde sans crise est dogme et métaphysique. Le monde n'est pas que métaphysique. Déjà en philosophie, il y a les catégories de la philosophie, c'est déjà l'éthique, l'épistémologie et aussi la métaphysique. Mais l'éthique rentre dans la dialectique quelque part. Donc nous devons être dans cette dialectique. Ce n'est pas des crises que vous connaissez qui posent problème. Donc il faut avancer. Donc le problème que nous avions, c'est que nous n'avions pas encore franchi certaines barrières qui sont celles de la société, de la civilisation. Déjà les barrières de la raison, de l'esprit critique et de la conscience. La raison de douter, de réfléchir, de dire non du jugement, de la vérité, de dire non, mon âme et conscience, que bon, il y a quelque chose qui n'est pas mal, bon, mon âme et conscience, je ne peux pas aller au-delà, je laisse tomber et j'avance dans cette dynamique. Mais nous, on n'est pas capable de ça. L'esprit critique, par exemple, chez nous, on critique quelqu'un, c'est la mort assurée. Alors qu'ici, en Occident, que je vis en France, depuis des années là, mais vous voyez que j'ai critiqué la France, j'ai valorisé la France, et j'ai fait tout le tour. Dès que je valorise la France, ah ça y est, oui, c'est encore un négrier, c'est encore... Mais quand j'ai critiqué, ah oui, il est avec nous. Non, 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 ce monde n'est pas comme ça. Donc il faut trouver le juste équilibre. Donc la raison, c'est très important. L'esprit critique, c'est très important. Parce que la critique aiguise non seulement l'intelligence, le savoir-faire, mais elle éveille la conscience. Et la conscience de ses habitudes, mentalités, habitudes, comportements. La conscience, elle est psychologique, elle est morale. Psychologique parce que la raison, morale, la barrière entre le bien et le mal. Est-ce que ce que je fais, est-ce que c'est bien pour ma société, pour ma tribu, pour moi. Donc, on peut tout fuir, on ne va jamais fuir ça, la conscience, et sera toujours là, mesdames et messieurs. Ceci dit, donc nous, ce qui pose problème en Afrique, c'est tout simplement les problématiques de pouvoir. Parce que quand vous rencontrez les Africains, vous enlevez le pouvoir, ils sont solidaires, ils sont ensemble. C'est au départ des peuples sociaux et qui aujourd'hui ne sont plus dans ces mécanismes sociaux, ils sont dans des mécanismes de désocialisation. Donc, au cœur de l'enjeu, c'est toujours le pouvoir. Donc, le pouvoir, au cœur de ce pouvoir, il est d'abord politique, économique, social et autres. Qu'est-ce que ça peut faire? Il y a tous les pouvoirs partout. Mais nous, ce qui pose problème, c'est le pouvoir politique. Et donc, comment repenser le pouvoir politique en Afrique en fonction des intérêts des uns et des autres, des intérêts particuliers, des ambitions personnelles, statut social et autres? Comme on n'est pas capable d'apporter des valeurs ajoutées à nos peuples, on est que dans la culture de l'exploitation de nos écosystèmes, c'est-à-dire la politique de la chasse et de la cueillette. On ne sait pas prendre on ne sait pas qu'est-ce que ces ressources, on nous donne l'argent et on croit qu'on a le pouvoir. Non, le pouvoir n'est pas là. Donc, il faut tout simplement repenser ce pouvoir-là en Afrique, d'abord en tenant compte des intérêts particuliers et puis des intérêts partisans. Et c'est ça le nœud du problème. Les intérêts particuliers, c'est les tribus. Cela veut dire que nous, en Afrique, on n'a pas encore franchi certaines barrières qui sont celles de la société et de la civilisation. Sinon, comment cela se fait-il que nous sommes là toujours en train de répéter ces crises qui sont des crises politiques, mais aussi ethnocentriques, de tribalisme et autres. Oui, le tribalisme en Afrique est pire que le racisme en Occident. Bien sûr qu'il a été légiféré ici, le racisme a été légiféré ici, on légifère le tribalisme. Mais on donne des droits d'éducation, du vivre ensemble, l'intérêt général et autres. Mais nous, jamais. Donc, on revient toujours à la problématique, l'éducation. Le but est comment dénaturer l'Africain pour qu'il ne se contente pas d'obéir à ce que sa nature commande. C'est-à-dire, c'est que sa culture, sa tradition, ses traditions, ses tribus autres qui font du mal à lui-même. Donc, d'où l'enjeu, d'abord de repenser les pouvoirs. Mais deuxièmement, il faut dire aussi qu'il y a des gros poissons. Donc, nous sommes dans un monde
interdépendants comme on voit dans la dynamique des espèces. Donc, dans la dynamique des espèces, qui soient surtout vivantes, il y a la prédation, il y a les proies, il y a le monde des dominés, des dominants, il y a des périodes, on protège des territoires, il y a des intérêts vitaux, il y a ça, il faut observer la dynamique, voir les films animaliers pour comprendre comment fonctionnent ces mécanismes. Il ne faut pas d'être un scientifique ou naturaliste pour comprendre ces mécanismes. Et à ce moment, on peut voir ces mécanismes, il y a des mécanismes de symbiose, d'association, de commensalisme, oui, donc tout on peut comprendre ça. Mais bien sûr que je reviens sur vous que dans la nature a toujours capté la juste part. Et donc, nous devons comprendre que nous sommes dans un monde qui est défini dans un cadre, dans un plan. Et il y a le décor et l'envers du décor. Mais il y a ces mécanismes des gros poissons et des petits poissons, des puissances et des petites puissances et des enjeux majeurs qui sont d'abord économiques. Et puisque nous vivons dans ce monde qui est d'abord économique, puisque le premier pouvoir actuellement est économique, l'argent, et puis politique. Mais comment trouver le juste équilibre là, à notre échelle, et aussi accompagner ce monde-là? Mesdames, Messieurs, le deuxième problème, bon, c'est, troisième, ou je sais pas, les conditions existentielles. Voilà, comment repenser nos libertés fondamentales, dignité, justice, devoir de mémoire, but de nos conditions existentielles, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation, à la sécurité et de compagnie. Donc nous sommes capables de le faire, mais il nous manque le cadre politique. Donc ce cadre ne doit que passer par l'observation déjà de ces crises, mais également de repenser que nous sommes dans une dynamique, qu'il y a un processus qui a existé depuis à l'échelle des sociétés, qui déjà que je vous ai précité depuis l'égyptologie pour la société arabo-occidentale et aussi asiatique comme les Chinois et autres. Donc nous devons comprendre qu'on ne rentre pas dans la civilisation par les petites portes. On ne rentre pas la pensée, l'intelligence, la raison et comprendre comment fonctionnent ces mécanismes-là. Et à partir de là, on peut avoir des parts d'arbitrage et compagnie. Mais le problème que nous avions aussi, pour vous dire une vidéo que je fais ici de manière un peu sommaire, parce qu'il y aura des moments que on peut voir. Bon, je vous laisse avec ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc nous avions des soucis à l'échelle de notre continent. Parce que en mathématiques, il y a bien sûr ces quatre simples règles. L'addition, la soustraction, la multiplication et puis la division. Mais nous ne savions pas valoriser nos talents. Et cela dure depuis la nuit des temps. Jamais. Dès que vous êtes intelligent, ça crée une jalousie énorme et de tout ce que vous connaissez. Alors qu'ici, en Occident,
quand vous avez des talents, on cherche toujours à valoriser les talents. Parce que ce monde occidental est tellement de captation de la matière grise, des intelligences, des talents, des valeurs ajoutées. Donc, on additionne les talents, on multiplie les talents et on soustrait tous ceux qui ne sont pas capables. Et on les accompagne d'ailleurs pour qu'ils deviennent aussi des talents. Et enfin, on évite ou on lutte contre ceux qui divisent. Mais nous, c'est l'inverse. On commence d'abord par la division. Et donc, la division des tribus, des esprits, intelligences et autres. Moi, quand je parle vous-même ici, vous m'écoutez un peu partout dans le monde. Mon Congo, Brazzaville, on me positionne comme un monsieur de la région du dictateur Sassou Nguesso, ou de Yobi Opango, de Marine Wabi, et du président élu Jean-Marie Michel Mokoko, qui est d'ailleurs de Matibu, qui est situé à Cheva, sur l'équateur, au Congo-Brazzaville. Il regarde comme ça. Alors que vous, ailleurs, vous regardez comme un esprit noir, africain et autres. Mais il ne regarde pas ça. Prenons Alain Mabankou. Et quand vous voyez en Occident qu'un intelligent, un homme, oui, on a fait le même lycée ensemble, les mêmes, lui en terminale littéraire, moi en terminale scientifique, on a fait le même bac et autres dans le même lycée. Et donc, quand on voit au nord, au sud du Congo-Brazzaville, on regarde déjà, ah oui, au Congo là-bas, on regarde, ah oui, c'est un nordiste, c'est un sudiste, ou de. C'est ça. Donc, on ne regarde pas par rapport à la valeur ajoutée ou intellectuelle de l'individu. Ça pose problème et c'est récurrent. Donc, nous devons repenser nos modes d'éducation et de transmission, des valeurs de la vertu, de l'intelligence et surtout de justice. La justice d'abord électorale et qui est là. Et que nous devons comprendre que malgré ces crises, comment trouver les synergies. Et que le problème n'est pas de la justice, même s'il peut faire les hold-up qui dépendent, eux, et ces gens qui font les hold-up électoraux à notre échelle au niveau politique, du pouvoir. Mais ces gens sont quelque part dressés, entraînés, conditionnés, et d'ailleurs sous emprise de ces forces qui les ont placés là au sommet de la pyramide et de la division de cette Afrique. Mais nous devons individuellement et collectivement, au niveau civil, politique et militaire, de chercher à s'affranchir de ces gens-là. Mais comment s'affranchir alors que nous avions toujours cet esprit de l'esprit partisan, c'est-à-dire ethnocentrique, compact ou tribal, majoritaire et autres. Donc nous devons s'affranchir de ça. D'où l'enjeu de repenser déjà comment les modes d'accession au pouvoir. Et donc, si vous pouvez nourrir ce débat de modes d'accession au pouvoir, je mettrai en bas de cette vidéo une réflexion que j'ai faite à l'échelle congolaise de Brazzaville sur la Convention nationale après Sassou Nguesso. Et vous allez comprendre dans ces mécanismes de la Convention nationale et comment nous allons repenser le mode d'accession au pouvoir, la démocratie d'en bas vers le haut et d'en bas, non, de haut vers le bas, parce que nous avions des problèmes de tribus. N'oublions pas les problèmes des intérêts particuliers partisans des uns et des autres. Nous avions aussi des problèmes des grandes puissances qui ont compliqué pour l'Afrique avec ses potentiels de ressources naturelles, c'est-à-dire les minéraux, les terres rares, les espaces qui sont encore inexploités. Donc c'était marché. Mais quand les gens là-bas ne sont pas capables de défendre leurs propres des intérêts et surtout leur territoire, leur peuple et autres, mais qu'est-ce que ça peut faire? Oui, la nature a eu toujours horreur du vide. Et donc, s'ils ne sont pas capables de repenser ces enjeux, c'est leur problème. Mais non, ce n'est pas leur problème, c'est un problème universel. Le problème devient universel. Et universel parce que, je vous dis que les impacts de nos activités humaines vont certainement avoir des conséquences sur différentes échelles. Déjà, prenons tous les mentalités, habitudes et comportements, les impacts socio-judiciaires qui est des gens qui ont été dans les régimes tyranniques, qui ont tué les gens, et ces individus perturbés sont partout dans le monde. Certains deviennent des tueurs en série, même si d'autres ont des justices autres. Mais n'oublions pas aussi, surtout, des impacts que si nous ne repensons pas ces équilibres au niveau de la gestion de nos ressources, en tenant compte de ces cycles de vie énergie-matière, qui passent déjà de l'exploitation de ces ressources, en passant par les transformations, puis le transport,
la consommation et puis les rejets de l'environnement. Bien entendu, notre danger n'est pas encore sur la Terre, mais est aussi dans l'espace, avec les satellites que nous avions envoyés partout dans l'espace. Donc nous sommes dans un monde interdépendant, nous sommes dans une machine à laver. Donc ce n'est pas la nature qui est détruite, mais c'est nous qui détruisons la nature. Par conséquent, pour préserver nos intérêts vitaux et existentiels, nous devons d'abord protéger l'humain, puis la nature, sur des fronts de chaîne. Et donc, la situation de la RDC doit être là, le sujet de réflexion de tous les esprits que nous, avec nos portables, technologies civiles, militaires, stratégiques, mais ce pays aujourd'hui qui a 60% de ses réserves, il suffit d'impact là-bas, il y a l'évolution des coûts mondiaux et autres. Bien sûr qu'ils ont trouvé le stratagème, c'est-à-dire que ces peuples soient dans les bazars total et pour qu'on puisse exploiter ces ressources à bas coût. Et parce que le marché des minerais et des terres rares aime le chaos. Et donc nous avions des gens qui sont là, conditionnés, entraînés et dressés contre leur peuple pour remplir ces cahiers de charges, qui est là pour déclasser. Mais vous devez vous affranchir de cet état d'esprit, de cet état de crise qui est d'abord de pouvoir que j'ai pensé qu'il faut tout réorganiser. Et je vous invite à cliquer sur la vidéo qui est en bas, le lien que je mets en bas de la vidéo qui concerne le Congo-Brazzaville, mais ça fait aussi à l'échelle africaine. Et donc construire ces mini-blocs qui sont là en mettant des esprits nouveaux et pour repenser le monde de demain. Ce monde de demain que je pense, ben oui, il est d'abord économique. Oui, il faut apporter les conditions de vie et autres, de pouvoir d'achat, comment repenser la croissance, la décroissance et autres. Donc nous devons sortir du cycle de vie du produit intérieur brut en passant par le bonheur intérieur brut. Et donc ces états d'esprit sont d'abord écologiques parce que c'est nos conditions existentielles. Par exemple, les cas du Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, le bassin du Congo, si on laisse libre cours à ces gens, donc à cette perturbation, ce chaos, cette région sera plus que jamais défigurée à jamais. L'Amazonie de l'Afrique, donc le régulateur du climat planétaire, il y a des cyclones sous la gravitation universelle de la Terre, la rotation de la Terre qui amène des cyclones et qui nourrit la chaleur et qui amène les cyclones aux États-Unis et dans les petites et grandes Antilles. Ils viennent du bassin du Congo, le golfe de Guinée. Donc nous devons protéger ces bassins-là. Et donc par conséquent, il faut mettre des gens responsables, comprendre que nous avons des intérêts ensemble. Il y a des intérêts des grandes puissances, dont par exemple la France-Afrique. J'ai dit que bon, les gros poissons mangent les petits poissons, mais j'ai dit toujours que dans ce cadre-là, on peut trouver des solutions par rapport à ce qui existait déjà dans le monde anglophone. Et en Afrique, qui est l'Afrique anglophone qui est la plus dynamique. Et regardez, l'Allemagne s'est affranchie de l'Afrique depuis la Première Guerre mondiale, est toujours la première puissance économique du monde, pas du monde, d'Europe, et quatrième du monde. Donc, il a su se réformer. Donc, la France-Afrique qui devient le problème, qui nous pose bien des soucis sur ces problématiques des hold-up électoraux, doit se positionner pour repenser ensemble avec des esprits nouveaux, les justes équilibres, des gagnants-gagnants, en sachant que vous avez des intérêts vitaux. Nous les comprenons, sachant que nous avons aussi besoin de liberté, de dignité, de vivre ensemble et compagnie. Comment trouver les justes équilibres avec les cerveaux? Mesdames, Messieurs, oui, le monde de demain est écologique, économique bien sûr, mais décroissant, pas de croissance infinie, parce que nos besoins de consommation sont illimités, alors que les ressources nécessaires à cette technologie, à nos besoins de consommation sont limités. Comment trouver le juste équilibre avec nos besoins, la population et toute compagnie? Bien sûr qu'on pourra peut-être aller chercher ces ressources une fois épuisées sur nos continents. On va les chercher dans les océans, mais on va perturber tous les écosystèmes et toute compagnie. Ou peut-être qu'on pourra aller dans l'espace, aller les chercher là-bas, mais c'est encore une autre équation. Mais donc nous avons tout à gagner dans cet écosystème qui s'appelle la planète Terre, il y a 5 continents, il y a des différentes races, et tout compagnie. Donc, d'où l'enjeu de révéler que nous sommes écologiques, nous sommes économiques, nous sommes existentiels, nous sommes sociétaux, et nous sommes existentiels avec le produit intérieur brut qui sera transformé en bonheur intérieur brut. Il est temps de repenser des problématiques éducation, population, besoins et tout cas de vie. Donc, nous devons repenser ça. Donc, c'est un vaste champ d'études et de changement de paradigme parce que
le modèle déjà économique et occidental est fini. Il est dans les passes. Il subsiste pour l'instant grâce à l'exploitation forcenée de ses ressources et de maintien au pouvoir et par la force et par les hold-up électoraux de ces gens qui sont été dressés contre leur peuple, contre les intérêts de leur peuple et pour combien de temps encore. Donc nous devons repenser, revenir sur des choses essentielles. Et l'éducation à l'autolimitation et sur différentes échelles. Parce que c'est très important. Parce que si nous continuons comme ça, nous allons tout droit dans une voie sans issue. Sans issue. Et donc, pensons aux générations futures. Il faut penser déjà à ce passé et aujourd'hui. Donc, nous devons voir que nous sommes dans une planète finie. Oui. Donc, dans un cadre global, comment jouer le juste équilibre en préservant tout ce qui est de nous, de meilleur, l'amour, la vie et le bien-être sur différentes échelles. Mesdames et messieurs, je vous remercie.